La lutte contre le racisme est-elle tabou? Est-on un tournant de la lutte contre le racisme? On en parle ce matin avec, sur ce plateau, Franck Tapiro, conseiller en communication, Laurent Geoffrin, directeur de la publication Libération, et Christophe Barbier qui vient de nous rejoindre, éditorialiste politique à BFM TV. Avant que vous n'arriviez, Christophe, le débat était de savoir finalement si il fallait repenser, réviser l'histoire pour lutter contre le racisme. Il y a, et on va en parler avec elle dans un instant, un livret qui est publié aujourd'hui, Aux combattants d'Afrique, la France reconnaissante, sans fiche biographique à l'usage des maires de France. L'idée, c'est que les maires, dans leur commune, changent le nom des rues, de certaines rues, pour rendre hommage à ces combattants africains. Est-ce que cette idée, cette mesure est susceptible de permettre de lutter contre le racisme? Réviser l'histoire au sens de révision, comme les élèves, comme les collégiens, oui, c'est une très bonne chose. On ne la révise jamais assez, l'histoire. Il faut la rabâcher, la ruminer. Elle est tellement riche. Mais la réviser au sens de révisionnisme, non, c'est une erreur. Parce que derrière les changements, il y a toujours un coupable, un accusé d'aujourd'hui, qui doit demander pardon, qui doit faire repentance pour d'éventuels crimes commis jadis par d'autres. Et ça, c'est pas bien. Or, c'est un peu le penchant que prend une partie de la lutte antiraciste aujourd'hui. Cette initiative pour donner des noms de rues ou de places ou de monuments à de valeureux combattants, elle est extraordinaire parce que elle enrichit l'histoire. On va ajouter des noms, ajouter de la mémoire à la mémoire. Qu'est-ce qu'on va supprimer? Vous savez, quand on passe dans les villes de France, on voit toujours rue machin, propriétaire du terrain. Alors c'est un brave bourgeois du 17e qui a fait don du terrain, il a hérité du nom de la rue. C'est pas lui faire injure que de le retirer de cette rue et de donner ce nom de rue à un combattant africain ou peut-être aussi à des justes, même si beaucoup de justes sont honorés dans les villes où ils étaient. En tout cas, à ces héros de l'histoire enfouis par rapport aux héros de l'histoire visible. Et puis il y a toutes les nouvelles rues que l'on crée, les nouvelles places, les nouveaux endroits. Il y a beaucoup d'endroits dans les villes où personne n'habite parce que c'est un carrefour, c'est un square. Il y a pas de, ça change pas le travail des facteurs et on peut donner de nouveaux noms et rendre hommage à ces gens-là pour que les passants puissent leur rendre hommage à leur tour. Et tout cela, on en parle ce matin parce que le débat, il est sociétal désormais et il va même jusque dans la publicité. L'Oréal qui retire de ses produits les termes blanchissant, clair ou blanc. La statue de Colbert, on l'a vu devant l'Assemblée nationale souillée à la peinture rouge. Adidas ou Puma qui suspendent leur pub sur les réseaux sociaux pour protester contre la haine qui s'y déverse. Et des milliers, je crois 25 000 chaînes YouTube qui sont fermées, dont celle de Dieudonné, une nouvelle fois. Alors, la pub, c'est l'immédiat, c'est notre présent. Les statues, c'est notre passé. Pour lutter contre notre racisme, qu'est-ce qui est le plus efficace? Est-ce que c'est le travail sur l'instant ou est-ce que c'est le travail sur l'histoire? Alors il y a les deux, parce que l'histoire, il y a deux façons de la voir, ou c'est le passé ou c'est l'éternité. On sait très bien que c'est l'éternité, puisque ce dont on parle aujourd'hui sont vieilles de 2 siècles, et pourtant elles nous habitent au quotidien. Donc c'est pour ça que j'aime bien l'idée de corriger, plutôt que de réviser et de juger. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a besoin de bonnes corrections, au vrai sens du terme, à la fois au niveau de l'éducation et de corriger quand c'est positif. Ce que fait Darius Seck avec sa liste est évidemment formidable et va permettre, j'espère, d'en montrer tout simplement une correction de la réelle nation française et de toutes ses composantes. Ce que font les marques aujourd'hui est un peu surprenant. Pourquoi? Il y en a certaines qui prennent le risque, comme L'Oréal, alors que pourtant L'Oréal est une marque exemplaire en termes de respect, en termes d'inclusivité. Avec une histoire un peu particulière quand même. Bien sûr, mais une histoire aussi, mais qu'elle a corrigée avec le temps. Pourquoi? Parce que c'est une des marques les plus inclusives en termes de recrutement LGBT, on le sait. Il y a d'ailleurs une patronne trans d'une très grande marque du groupe L'Oréal. On ne peut pas les attaquer là-dessus. Je le précise quand même pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas de ce dont on parle. Certains anciens cadres dirigeants de L'Oréal ont fait partie, ont financé la cagoule, qui est un mouvement d'extrême droite qui était très antisémite et c'était évidemment du gouvernement de Vichy. Oui, il y a eu beaucoup de corrections depuis. Mais là, aujourd'hui, je pense que c'est un excès d'exemplarité ce qui s'est passé. Ils se sont dit, pour aller surfer avec ce mouvement de Black Lives Matter, on va enlever les mots éclaircissant, blanchiment, ce qui est évidemment une absurdité, c'est une maladresse. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ils se prennent un retour énorme sur les réseaux sociaux avec des gens qui filment en train de jeter leurs produits. C'est un peu dommage parce qu'ils ont fait d'énormes efforts pendant 30 ans pour être inclusifs. Je pense qu'ils devront rebondir. Et c'est pris pour quoi? C'est pris comme de la communication. C'est pas pris pour quelque chose dont on en parlait au plateau précédent qui va agir sur le quotidien des gens et faire en sorte qu'on va changer d'état d'esprit et faire bouger les lignes. En revanche, une marque comme Coca-Cola, regardez ce qu'elle fait. Elle tape directement là où ça fait mal, au portefeuille. Pourquoi? Elle dépense près de 4 milliards par an dans le monde sur les réseaux sociaux. Et elle dit « Not in my name ». Je ne vais pas continuer à investir dans des réseaux sociaux qui se permettent, en se cachant d'ailleurs, le premier article aux États-Unis et chez nous sur la liberté d'expression bien entendu, pour véhiculer des messages de haine, quels qu'ils soient. Aujourd'hui, ils disent « Ok, continuez, nous on enlève notre argent ». Et ça montre, malheureusement, parfois qu'une sanction financière
est efficace parce qu'en 30 jours, ils auront juste imposé 30 jours, il n'a pas fallu attendre 24 heures pour que Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, prenne la parole en disant qu'ils allaient réagir. Tous les autres ont suivi, des grandes marques comme Unilever, et c'est vrai que plein de gens s'engouffrent en disant continuez à le faire, nous on retire notre budget. Il n'y a que comme ça malheureusement que ça marche. Il faut agiter les sanctions, et cette sanction financière, surtout avec l'époque qu'on traverse aujourd'hui, si elle peut le provoquer, et peut provoquer justement un changement d'état d'esprit des réseaux sociaux et faire en sorte qu'il n'y ait pas de résonance des messages haineux, ce sera bien. À défaut, bien entendu, de ce qui s'est passé en France. Et on doit en parler, avec la loi Avia qui a été retoquée la semaine dernière par le Conseil constitutionnel. Et ça, alors que c'est une erreur absolue. C'était une façon aussi de faire pression sur les réseaux sociaux en moins de 24 heures pour des messages manifestement antisémites. Taper au portefeuille, ça fonctionne souvent. Bien Bonjour Geneviève Darrieussecq, merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées. Votre ministère publie aujourd'hui un livret que j'ai ici, un livret qui a pour but d'inciter les communes à nommer des rues de noms de soldats africains qui ont combattu pendant la Seconde Guerre mondiale. Expliquez-nous pourquoi. Eh bien, tout simplement, cela fait suite au discours du président de la République le 15 août dernier, lors de la commémoration du 75e anniversaire du débarquement de Provence, où il avait rendu hommage à l'armée d'Afrique et aux combattants africains qui avaient été très impliqués dans ce combat de la Deuxième Guerre mondiale et dans la victoire de la France, très impliqués jusqu'en Allemagne pour beaucoup de combattants et qui ont été aussi d'ailleurs très impliqués dans la Première Guerre mondiale et qui ont défendu notre liberté, nos valeurs et qui, je crois, sont des combattants que nous devons honorer. Donc j'ai proposé pour faciliter, être un soutien aux maires et aux collectivités qui souhaiteraient donner des noms de combattants d'Afrique à leurs rues, à leurs places, à leurs écoles, à leurs bâtiments, et bien leur donner un outil pour faciliter la réflexion de ces maires, un outil avec 100 biographies de combattants d'Afrique qui ont participé bien sûr au conflit de la Deuxième Guerre mondiale, que ce soit en 1940 ou que ce soit en 1944 ou 1945. Et même d'ailleurs au-delà pour les forces françaises libres. Et ce sera vraiment un outil de référence pour les maires. Si les maires... Geneviève Darrieussecq, expliquez-nous de quelle manière cette initiative peut aider à lutter contre le racisme. Je ne sais pas si cette initiative veut lutter uniquement. Je crois qu'il faut lutter contre l'oubli. Il faut lutter pour la connaissance, il faut lutter pour une vraie pédagogie et quand effectivement on connaît son histoire, on sait d'où on vient, on sait comment son pays s'est forgé, a forgé progressivement ses valeurs républicaines, eh bien je crois que nous avons tout simplement beaucoup d'explications et on peut considérer effectivement que le racisme, l'antisémitisme, en plus d'être des valeurs qui ne sont pas des valeurs républicaines, sont des valeurs complètement contraires à notre passé. Le ministère des Armées publie donc ce livret aux combattants d'Afrique, la France Reconnaissance. Qu'est-ce que vous dites, vous, aujourd'hui, à ceux qui prônent le déboulonnage des statues, comme celle de Colbert, par exemple, devant l'Assemblée nationale? Colbert, ministre de Louis XIV et qui est à l'initiative du Code noir. Moi, je dis simplement que déboulonner ne sert à rien, et en tout cas, ce n'est pas ma démarche. Moi, je veux construire. Et plutôt que de dénommer, je propose de nommer. Et plutôt que d'effacer, je propose de réfléchir. Et je crois que nous avons un espace public qui peut inciter à la réflexion. Et il faut une vraie mise en explication de notre espace public. Et qu'il ait un vrai rôle pédagogique. Et ceci peut se faire grâce aux maires de France qui sont souvent très attachés à la mémoire de leur territoire et qui peuvent aider, je crois, à cet apaisement national parce que il faut vraiment construire et ne pas détruire. Geneviève Darrieussecq, puisque vous êtes avec nous en direct ce matin, j'en profite pour vous poser deux petites questions annexes, évidemment. Le nom de votre chef, de votre supérieure hiérarchique, Florence Parly, actuelle ministre des Armées, circule pour un poste de première ministre. Vous en avez parlé avec elle serait partante? Je n'ai jamais parlé de cela avec elle.
je crois que nous entendons, moi je lis, j'entends, j'écoute, beaucoup de rumeurs, beaucoup de choses qui circulent, mais c'est vraiment à l'extérieur des ministères et à l'intérieur des ministères, nous n'avons aucune information particulière. Est-ce qu'elle ferait une bonne première ministre ? Je pense que oui, comme beaucoup d'autres, et je pense que de toute façon, tout cela, bien sûr, revient au président de la République dans sa réflexion qui, si je vous écoute aussi, devrait aboutir dans quelques jours. Et comme moi, évidemment, vous lisez tout ce qui se dit en la matière. Est-ce que vous seriez candidate à un poste dans le futur gouvernement ? Moi, je suis à disposition du président de la République pour poursuivre mon travail dans une équipe gouvernementale s'il juge qu'il a des missions à me confier et s'il juge que je suis le profil pour les mener. Merci Geneviève Darrieussecq, merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions ce matin en direct dans le live BFM. La secrétaire d'État le disait à l'instant, elle n'est pas pour effacer, elle est pour réfléchir. Moi, je trouve que ces positions plus nuancées sont les bonnes. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le débat, parce qu'on se focalise sur des choses extrêmes ou absurdes, et on dit donc toute cette démarche-là est totalement illégitime. On ne change, ce qu'a dit le président de la République, je trouve qu'il a eu tort, on ne changera rien, on ne déboulonnera rien, etc. Mais on le fait tout le temps, par ailleurs. Et on le fait selon des critères qui sont évolutifs, selon l'évolution de la conscience collective. Encore une fois, c'est logique pour un pays d'exercer une sorte de droit d'inventaire, non pas sur le travail des historiens, évidemment, mais sur la mémoire collective. C'est logique de faire ça. Et il y a des périodes où il était entendu que les femmes avaient un rôle absolument second, elles n'avaient droit à rien et n'avaient pas voix au chapitre. Bon, ça a changé. Et donc, on modifie la culture ambiante, on réhabilite certaines figures, par exemple comme Olympe de Gouges, dont on ne parlait jamais avant. Et on dit, pendant la Révolution française, il y avait aussi des femmes, les voici, Théroigne de Ménicourt, etc. Et donc, c'est logique de constamment se retourner. C'est même un signe de civilisation et de bonne santé. C'est-à-dire, on assume notre passé, mais assumer, ça ne veut pas dire qu'on le prend tel quel, sans jamais rien juger. On juge toujours. C'est normal que de porter des jugements. Évidemment, si on se focalise sur le fait de peinturlurer tel ou tel buste ou telle statue, le débat est clos. Mais c'est pas comme ça qu'il se pose. Je pense que le président de la République, quand il a dit on ne déboulonnera rien, il ne parlait pas, bien entendu, de notre importance par rapport à l'histoire ou de ce que nous avons fait par le passé. On lui a même reproché parfois de trop le faire. Non, je pense qu'il parlait de façon contextuelle uniquement sur les problématiques de ce qu'on vient de voir, du tagage et du déboulonnage. Je pense qu'au contraire, de temps en temps, d'ailleurs, parfois, il veut peut-être revenir, certains lui reprochent trop en arrière, mais c'est pas ça, je pense. Moi, j'aime bien l'idée de la correction, j'aime bien l'idée de la réflexion. Et je trouve que c'est tout en notre honneur. La patrie française a toujours été celle-là, la partie de l'éducation, mais ça fait longtemps qu'on prône ça, mais qu'on ne le voit pas vraiment au quotidien, parce qu'on voit les problématiques déjà en termes d'éducation que les profs ont pour tenir un cours, ne serait-ce que sur l'éducation de la Shoah, par exemple, et sur d'autres problématiques comme la guerre d'Algérie, où moi, quand j'étais au lycée, on me parlait des événements d'Algérie. Le mot guerre était banni. On ne pouvait pas en parler. Mes parents qui étaient rapatriés, d'ailleurs, me parlaient aussi des événements. Donc il y avait une forme d'ostracisme et d'autocensure par rapport à la réalité, parce qu'on n'osait pas dire ces grands mots. Je pense que c'est ça qui est intéressant. C'est de recorriger, de rééduquer, pas que les enfants, mais nous aussi, parce qu'on s'est naturellement, par la culture, par nos discussions, habitués à des réflexes qui sont mauvais. Et je pense que c'est vrai que je suis contre ces actes de violence, mais plutôt pour des actes, même pas de repentance, mais de rééducation, de correction. Cette liste en est d'ailleurs la plus belle preuve. Ça, c'est peut-être un début, mais vous avez entendu la secrétaire d'État. Pour elle, ça, c'est pas pour lutter contre le racisme, c'est pour réhabiliter peut-être une partie de l'histoire qu'on avait mis de côté et qui n'était pas forcément toujours mise en avant et qu'il faudrait le faire. Alors, est-ce que, évidemment, ça intervient dans un climat et dans un débat actuel qui est bien particulier, mais est-ce que ça aurait été fait sinon? Ça, a priori, de ce qu'elle dit, oui, ça aurait été le cas, puisque il faut prendre la globalité de l'histoire de France. En tout cas, c'est plus visible. Mais il ne faut pas se tromper de méthode. Faire sortir de l'ombre, enrichir, ajouter, exactement. Oui. Quand on commence à déboulonner des statues, on va très très vite déboulonner tout le monde. Parce que Colbert, finalement, c'est pas tellement de sa faute, c'est plutôt Louis XIV. Alors, on va raser Versailles, comme le proposent certains, c'est stupide. Ah puis finalement, non, c'est plutôt Richelieu. C'est lui qui a été vraiment odieux dans la construction d'une politique esclavagiste. Mais Richelieu, c'est Louis XIII. Puis Louis XIII, finalement, il n'a fait que prolonger. Donc on n'en finit pas si on commence à déboulonner. Et vous trouverez des gens pour dire que Nelson Mandela a été formidable, mais que dans sa jeunesse,
vis-à-vis de l'action armée terroriste. Il a peut-être fait des choses critiquables. Est-ce qu'il faut pour ça déboulonner? Ça serait stupide, évidemment. Donc, n'allons pas dans ce sens-là. Certains disent, Colbert, il ne faut pas le mettre sur les places publiques, c'est lui rendre hommage, il faut le mettre dans les musées. Honnêtement, vous êtes au Louvre, vous êtes vu par des millions de gens chaque année. Vous êtes devant l'Assemblée nationale. Qui savait qu'il y avait une statue de Colbert dans l'Assemblée nationale? C'est l'indifférence. Donc vous voyez, il y a des remèdes qui sont parfois pires que le mal, en tout cas pas assez intelligents. En revanche, ajouter une plaque en disant Colbert, c'est pas seulement le grand constructeur d'un État jacobin, par ailleurs critiquable, c'est aussi l'homme du Code noir, et ça, c'est difficilement pardonnable. Là, vous incitez le visiteur à dire tiens, Colbert, Code noir, qu'est-ce que c'est que ça? Et à aller se plonger dans les livres. Apporter plus de connaissances, donc plus de complexité, donc moins de jugements binaires, mauvais. C'est encore possible dans cette société où l'on fonctionne avec 280 signes? C'est ça le problème, c'est la réduction du débat public aux extrêmes, comme le rappelait tout à l'heure Laurent. Dans les journaux, il y a plus de signes que ça. Oui, et on les dit tous les jours, Laurent. Et dans les livres d'histoire encore plus. De sens. Je vais dire une chose sur les réseaux sociaux qui font de la censure ou de l'autocensure. Ce sont des gens hypocrites, parce que j'en ai souvent débattu avec des représentants de ces sociétés. Ils ont commencé en disant nous ne sommes pas responsables des contenus. Bon, on est comme la Poste, donc on transmet des messages. Alors on leur disait mais dites donc, il y a des messages racistes, vous avez des sites d'enchères, vous vendez musique lombée ou des poignards SS, c'est pas notre affaire, nous ça ne nous regarde pas. Et ils ont maintenu cette position qui correspondait à leurs intérêts financiers, parce qu'ils faisaient du clic comme ça. Et jusqu'au moment où c'est devenu intenable. Parce que vous avez eu des groupes sociaux qui ont dit mais on ne peut pas laisser continuer à publier sur Facebook ou sur Google ou sur je ne sais où des messages racistes, haineux, nazis, etc. Et là, ils ont dit bon, on va s'en occuper. Et ça veut dire quoi? Ils ont privatisé la censure. C'est une censure privée. Ceux qui décident, ben ça oui, ça non. Par exemple, ils enlèvent les messages haineux. Mais ils ont une conception très large. Ils ont enlevé des tracts de la CGT, ils ont enlevé des appels à manifester qui étaient parfaitement légaux, etc. Donc ce sont des gens qui ont un quasi-monopole sur un secteur de l'information et qui décident souverainement de ce qui est publiable ou non. Moi, je trouve que ça ne va pas du tout. Et qu'il y a en France des lois pour ça. Et il faut qu'ils soient soumis à la même loi que les journaux. Il n'y a pas de raison. Ce sont au total, je crois, 25 000 chaînes YouTube qui ont été supprimées, dont celle, on l'a évoqué, de Dieudonné, une nouvelle fois d'ailleurs, parce que ce n'est pas la première. Ça, c'est normal ou pas? Qui peut décider? Parce que c'est une vraie question. Qui décide de la censure? Alors, c'est vrai, vous parliez d'ailleurs de la référence, j'ai beaucoup aimé, parce que je m'en souvenais aussi, c'est de totale mauvaise foi à la Poste. De dire on est comme la Poste, c'est totalement faux. Pourquoi? Quand vous lisez un tweet, vous êtes sur Twitter. Quand vous recevez une lettre, il n'y a pas de marqué un énorme logo La Poste dessus. Donc il y a une... Et la Poste ne prend pas de pub au passage. Et la Poste ne prend pas de pub, exactement, n'utilise pas vos données, etc. Donc c'est un argument fallacieux totalement faux, premièrement. Deuxièmement, et vous avez raison aussi, sauf que c'est pour ça que je soutiens moi Coca-Cola et toutes les marques qui sont enfournées là-dedans, qui eux disent, nous on coupe l'argent parce que ça pousse. Oui, mais regardez l'effet pervers que ça peut avoir. Si Coca-Cola n'est pas content de telle ou telle opinion. Non, c'est pas ça. Là, ils ont dit. Coca-Cola dit je coupe la pub. C'est exactement l'expression qu'on a dans les journaux. Vous avez des annonceurs qui disent c'est embêtant, dans le journal, vous dites des choses qui nous déplaisent, donc je vous passe pas de pub. Non, là, ils ont annoncé ce que c'était. Le grand président de Coca-Cola a fait 2 phrases très simples en disant le racisme n'a rien à voir, et donc, nous non plus. Il a décidé souverainement tout seul. Oui, mais c'est mieux. Je trouve que les marques qui financent. Dans les pays. Oui, mais vous parliez tout à l'heure de la domination, et totalement juste, de ce monopole des réseaux sociaux qui peuvent se permettre eux-mêmes de juger. Là, ils sont pas obligés de juger, ils sont obligés de le faire parce que sinon, on leur coupe les vivres, et vous savez très bien que leur modèle économique s'effondre s'ils n'ont plus de publicité. C'est comme ça d'ailleurs que les réseaux sociaux ont réussi. Donc la seule façon de faire avec les réseaux sociaux pour leur enlever, je suis totalement d'accord, ce monopole de la pensée et du jugement, c'est que ceux qui les financent coupent les vivres pour les pousser à une réflexion. Maintenant derrière, si on arrive à ça, combien de temps ça va durer? Parce que Coca-Cola, ils ont annoncé 30 jours, d'autres marques jusqu'à la fin de l'année, et après, qu'est-ce qui va se passer? Quand ça va s'arrêter? Ou est-ce qu'il va falloir nommer, je sais pas, ça va être quoi, une commission qui va estimer que le niveau moyen des tweets est acceptable. Et là, on en revient à un deuxième problème. Sur les chaînes YouTube. Chaîne YouTube, ça fait des années, vous savez que Dieudonné change le nom de ses chaînes YouTube parce qu'il s'est fait interdire 1 fois, 2 fois. Pourquoi? Parce que là, il n'y a pas de problème sur la liberté d'expression quand elle est contenue dans de l'humour, etc. Lui, c'est volontairement et totalement, de façon évidente, des paroles antisémites. Donc on peut prouver que ce n'est ni sous une forme de sketch, ni sous, allez, on va dire, un enrobage particulier politico-sociétal. Donc, une fois de plus, bien entendu, c'est très bien que ce soit retiré parce que
S'il avait continué comme avant, cette espèce d'humour vaseux, alors que c'était, Dieu sait, c'était un immense comique, où il se moquait lui-même un peu de l'antisémitisme, du racisme, et puis il balançait 2-3 idées, c'était encore acceptable et ça participait à un débat. Mais sauf que ça fait des années qu'il est sorti du débat, Dieudonné. Il est devenu inacceptable et indiffusable. Donc c'est évidemment une très bonne mesure. Christophe Barbier, des marques qui décident finalement de faire le ménage en limitant leur contribution financière à des supports. Est-ce que c'est un risque de privatisation de la censure ? Il y a toujours chez les marques, parce que c'est leur métier, la volonté d'être en phase avec la société, donc d'évoluer, de ne pas se mettre en marge. Ça a été vrai sur le travail des enfants pour des chaussures de sport, ça l'est vrai aujourd'hui sur ce thème, mais aussi de continuer à faire du commerce et de ne pas perdre des parts de marché en devenant une marque non fréquentable. Donc il y a toujours ce côté intéressé derrière qui limite la valeur de leur position. Par ailleurs, pour ce qui est par exemple de ces produits de beauté dits blanchissants, le problème n'est pas l'existence de ces produits de beauté, c'est qu'il y ait des millions de jeunes gens et surtout de jeunes filles sur la planète qui pensent que l'idéal c'est d'être blanc et qui rêvent de ressembler aux idoles, aux héros, aux héroïnes qu'ils voient sur les films ou dans les bandes dessinées. Et c'est ça qu'il faut corriger par l'éducation. Qu'en Inde, qu'au Japon, parce que le Japon est aussi touché par cela, qu'en Chine, que dans les pays africains, on arrête de penser à 15 ans que l'idéal c'est de ressembler aux blondes aux yeux bleus qu'on voit dans les films d'Hollywood. Et ça, c'est pas un problème de commerce, c'est un problème d'éducation. Et il faut être très patient et très opiniâtre. Voilà, il va falloir de la patience. Merci messieurs d'être venus débattre ce matin sur ce plateau.